Le texto de ma femme est arrivé à 7h14 du matin alors que je faisais la queue au contrôle de sécurité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, ma carte d'embarquement à la main et un bagage cabine préparé pour 2 semaines en Europe. Je l'ai lu 2 fois. Changement de programme. Tu restes à la maison. Les enfants veulent leur vrai père à la cérémonie. Ne ramène pas tout à toi. Je suis resté à fixer ces mots si longtemps que l'agent de sécurité a dû me demander 2 fois d'avancer. Leur vrai père. Pas moi. L'homme qui avait été là chaque matin pendant 4 ans. Pas l'homme qui payait le prêt de la maison dans laquelle ses enfants dormaient. Qui conduisait Clément à l'entraînement de foot chaque samedi et assistait à chacune des pièces de théâtre de Léa, même quand elles duraient 40 minutes de plus que prévu. Pas l'homme qui avait discrètement, délibérément et complètement réorganisé l'architecture de sa vie entière pour faire de la place à une famille qui n'était pas biologiquement la sienne. Leur vrai père. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si ces 4 années n'étaient rien de plus qu'un bouche-trou. Un arrangement pratique qui pouvait être jeté au moment où quelque chose de plus attirant émotionnellement se présentait. Je suis sorti de la file de sécurité. J'ai trouvé un siège près des fenêtres qui donnaient sur le tarmac, et je me suis assis là pendant qu'un millier de pensées me traversaient l'esprit d'un coup, regardant les avions décoller les uns après les autres dans le ciel gris de Lyon. Et au moment où je me suis levé, j'avais pris ma décision. Pas sous le coup de la colère, pas dans ce genre de fureur aveugle qui fait faire aux hommes des choses qu'ils regrettent. Avec une clarté parfaite et délibérée. Si je n'étais pas le vrai père de ces enfants, alors j'allais cesser de me comporter comme tel immédiatement, complètement, et sans avertissement. Et ce qui s'est passé au cours des 2 semaines suivantes, puis des semaines d'après, a absolument tout changé pour nous tous. Avant d'aller plus loin, si ce genre d'histoire vous parle, si vous avez déjà tout donné à une famille et que vous vous êtes senti invisible en retour, cliquez sur le bouton d'abonnement tout de suite. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire. Et si cette vidéo résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Nicolas Charpentier. J'ai 37 ans. Je suis architecte système senior et gestionnaire principal d'actifs basé à Lyon. Je conçois et gère des infrastructures d'entreprise pour des firmes technologiques à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je gère également un portefeuille immobilier que j'ai commencé à bâtir à 26 ans, avant même que quiconque dans ma vie ne pense que ce soit une chose raisonnable à faire. Je ne vous dis pas ça pour vous impressionner, mais parce que c'est important pour l'histoire. Parce que la version de moi qui a épousé Amandine Lefebvre il y a 3 ans n'était pas un homme qui avait besoin d'être sauvé. Je n'étais pas seul, pas désespéré, et je ne cherchais pas quelqu'un pour combler un vide. J'allais, selon tous les critères mesurables, parfaitement bien. Mais l'amour ne demande pas vos références avant de franchir le pas de la porte. Amandine et moi nous sommes rencontrés lors d'une levée de fonds pour un programme technologique destiné aux jeunes. Elle était là pour représenter l'association où elle travaillait en tant que directrice du développement. J'y étais en tant que donateur. Elle était drôle, vive, et absolument pas intimidée par moi, ce que j'ai trouvé rafraîchissant à l'époque. Nous avons parlé pendant près de 2 heures de choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou le réseautage. Elle m'a fait me sentir comme une personne à part entière dans une pièce remplie de transactions. Elle m'a aussi dit clairement et très tôt qu'elle avait 2 enfants, Clément, qui avait 8 ans à l'époque, et Léa, qui en avait 6. Leur père était un homme nommé Damien Vernier, son ex-mari. Ils étaient divorcés depuis 3 ans. Damien, m'a expliqué Amandine, n'était pas particulièrement présent. Il payait la pension alimentaire de façon irrégulière, voyait les enfants sporadiquement et avait l'habitude de faire des promesses qu'il ne tenait pas. Je veux être honnête sur un point. Quand Amandine m'a dit tout ça, je ne me suis pas enfui. J'aurais dû y réfléchir plus attentivement que je ne l'ai fait. Mais j'avais 33 ans et elle était fascinante. Et je me disais qu'aimer quelqu'un, c'était l'aimer dans sa totalité, y compris ses parties compliquées. Alors, je suis resté. J'ai appris. J'ai appris à préparer le croque-monsieur très spécifique de Clément, celui où l'on utilise du pain au levain et où l'on met une fine tranche de tomate au milieu, car la façon dont Amandine le préparait lui causait des problèmes de texture. J'ai appris que Léa avait peur que le détecteur de fumée se déclenche. Alors, je le testais tous les mois à 14 heures le dimanche, quand elle s'y attendait. J'ai appris à être présent à chaque fois, même quand Damien ne l'était pas, et surtout quand Damien ne l'était pas. Dès la première année de ma relation avec Amandine, j'étais devenu la présence masculine constante dans la vie de ses enfants. Quand l'équipe de foot de Clément a atteint les playoffs régionaux,
j'ai pris une journée de congé et j'ai conduit 4 heures aller-retour sous la pluie pour voir un match de 45 minutes. Quand Léa s'est cassé le bras dans la cour de récréation et qu'Amandine était coincée en réunion, c'est moi qui ai quitté le travail, qui suis allé chercher Léa, qui me suis assis aux urgences pédiatriques pendant 3 heures et qui lui ai tenu la main pendant qu'on lui remettait l'os en place. Damien a envoyé un texto. C'était la différence entre nous. Et je croyais sincèrement, que les enfants le voyaient aussi. Amandine et moi nous sommes mariés 18 mois après le début de notre relation. La cérémonie était intime. La réception a eu lieu dans un lieu magnifique au bord du lac d'Annecy. Mes parents étaient là. Mon frère Thomas avait pris l'avion depuis Toulouse. La famille d'Amandine est venue. Et Clément et Léa se tenaient au premier rang, sur leurs 31 et souriant. Je pensais que ce jour marquait le début de quelque chose de permanent. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce qui s'est passé lors de la réception. Damien s'est pointé sans y être invité. La mère d'Amandine l'a laissé entrer. Il a passé 40 minutes à charmer des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Et quand je me suis approché pour lui parler, il a passé son bras autour de mes épaules et a dit, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent, « Merci de prendre soin de mes gamins, mec. » Comme si j'étais un babysitter. Comme si j'étais un employé. Amandine en a ri plus tard dans la soirée. Elle a dit que Damien ne savait tout simplement pas comment gérer ce genre de situation. Que je ne devais pas le prendre personnellement. J'ai laissé couler. Je n'aurais pas dû. Les 2 premières années de notre mariage ont été, à bien des égards, sincèrement belles. Nous avons construit une vie ensemble. J'ai refinancé la maison, qui était au nom d'Amandine, avec un taux qui m'a fait tiquer, je l'ai mise à nos 2 noms et j'ai fait baisser les mensualités de plus de 360 € par mois. J'ai ouvert des comptes d'épargne pour les études des 2 enfants et j'ai commencé à les alimenter automatiquement chaque mois. J'ai payé les frais de la ligue de foot de Clément pour ses déplacements, ce qui revenait à un peu plus de 2700 € par an. J'ai payé les cours de danse de Léa, ses costumes de gala, son camp d'art d'été. Je n'ai rien fait de tout cela en tenant des comptes. Je l'ai fait parce qu'ils étaient ma famille, mais Damien refaisait surface. Ça a commencé par de petites choses. Quelques visites supplémentaires par rapport à d'habitude. Quelques appels téléphoniques en plus aux enfants. Amandine a mentionné qu'il semblait reprendre sa vie en main. Il avait commencé un nouveau travail de gérant dans un restaurant à Villeurbanne. Il avait pris son propre appartement. Il payait sa pension alimentaire à temps. Je lui ai dit que c'était super. Je le pensais. La stabilité d'un père pour ses enfants est une bonne chose. Ce que je ne comprenais pas encore, c'était que la réapparition de Damien était présentée discrètement et constamment d'une manière qui le positionnait comme le véritable parent, et moi comme la commodité financière. J'ai commencé à le remarquer dans de petits moments. Clément disait des choses comme « Papa dit que l'OL est en fait meilleur sans grand buteur ». Et je réalisais qu'il parlait de Damien, même si Damien n'avait jamais assisté au moindre match avec lui. Léa a recommencé à appeler Damien papa, après avoir utilisé Nicolas pendant presque 2 ans. Je me suis dit que c'était sain. Les enfants ont besoin de leur père biologique. Je le croyais vraiment. Ce qui m'échappait, c'était la conversation qui se déroulait en arrière-plan, celle entre Amandine, Damien, et finalement les enfants, où mon rôle était lentement et systématiquement reclassé. 6 mois avant ce matin à l'aéroport, j'ai planifié un voyage en Europe. Pas de façon impulsive, mais avec soin. C'était notre voyage pour notre 4e anniversaire, une chose dont Amandine et moi parlions depuis avant notre mariage. 2 semaines. Londres, puis Rome, puis la côte portugaise. J'ai organisé chaque détail sur 3 mois, réservé les vols, réservé les hôtels, pris des dispositions pour que ma mère reste à la maison et s'occupe de Clément et Léa pendant notre absence. J'ai dépensé un peu plus de 8200 € pour tout organiser. Les enfants étaient au courant du voyage. Ils étaient excités. Léa voulait une boule à neige de Londres, Clément voulait un maillot de foot spécifique de la boutique d'un club de Premier League qui n'était pas disponible en France. 3 jours avant le départ, Amandine est venue me voir avec ce qu'elle a appelé une inquiétude. Damien l'avait contacté. Son restaurant organisait une sorte d'événement régional de reconnaissance culinaire, une petite cérémonie de l'industrie, rien de remarquable à l'échelle nationale, mais il avait été nominé pour quelque chose, et il voulait que les enfants soient là. C'était le même week-end que notre première semaine de voyage. J'ai dit à Amandine clairement et calmement que nous avions planifié ce voyage depuis des mois,
que les enfants avaient leur grand-mère avec eux, qu'ils seraient parfaitement pris en charge, et que Damien avait amplement le temps, au cours d'une semaine normale, d'inclure ses enfants dans sa vie professionnelle si c'était une priorité pour lui. J'ai dit que nous devions y aller. Amandine a dit qu'elle allait y réfléchir. J'ai cru que cela signifiait qu'elle était d'accord. J'étais à l'aéroport dans la file de sécurité, ma carte d'embarquement à la main, quand son texto est arrivé. Changement de programme. Tu restes à la maison. Les enfants veulent leur vrai père à la cérémonie. Ne ramène pas tout à toi. Je me suis assis près de ces fenêtres et j'ai relu ce texto encore et encore. Et j'ai pensé au croque-monsieur de Clément, au bras cassé de Léa et à 4 années de présence constante. Et j'ai pensé au mot vrai. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Amandine. Je n'ai pas répondu par un texto plein d'émotions. J'ai ouvert mon application bancaire. Ce qui s'est passé au cours des 4 heures suivantes n'était pas une crise de colère. Ce n'était pas une vengeance mesquine. C'était un homme qui adaptait son comportement à la réalité qu'on venait de lui imposer. J'ai affiché le transfert automatique que j'avais mis en place pour les comptes d'épargne études des enfants. Je les ai tous les deux suspendus. Pas annulés, suspendus. Je n'essayais pas de détruire leur avenir, mais je n'allais plus financer le futur d'enfants dont la mère venait de me dire, alors que j'étais à une porte d'embarquement, que je n'étais pas leur vrai père. J'ai affiché le paiement automatique pour la Ligue de foot de Clément. Le prochain paiement trimestriel de 710 € était programmé pour ce vendredi-là. Je l'ai supprimé. J'ai ouvert le compte de facturation pour le studio de danse de Léa. Même chose. J'ai appelé mon gestionnaire immobilier, Renaud Dubois, un homme avec qui je travaillais depuis 6 ans et en qui j'avais une confiance absolue. Je lui ai dit que je devais mettre sur le marché l'un de mes biens résidentiels, un appartement T3 à la Croix-Rousse que je louais à un locataire de longue date qui avait donné son préavis 2 semaines plus tôt. Renaud a dit qu'il pourrait le publier dès le lundi. Je lui ai dit de foncer. Ensuite, j'ai réservé un autre vol. Pas pour rentrer chez moi, mais pour aller de l'avant. J'ai pris un vol pour Bordeaux cet après-midi-là. Mon ami d'université, Bastien Mercier, me demandait de venir depuis des mois. Lui et sa femme, Céline, vivaient dans le quartier des Chartrons et dirigeaient un cabinet de conseil en hôtellerie. J'ai appelé Bastien depuis l'aéroport, je lui ai dit que j'avais un problème et je lui ai demandé si je pouvais crècher chez eux un moment. Bastien, sans poser la moindre question, a répondu « Viens ». J'ai atterri à Bordeaux à 15h47. À 17h, j'étais assis sur le toit-terrasse de Bastien avec une bière, regardant la Garonne attraper les dernières lueurs d'octobre. Mon téléphone affichait 14 messages non lus. Je n'en ai ouvert aucun. Le premier message d'Amandine est arrivé 40 minutes après l'heure à laquelle j'aurais dû atterrir à Londres. « Tu es monté dans l'avion ? Je ne vois pas la mise à jour de ton vol. » Puis, 20 minutes plus tard, « Nicolas, où es-tu ? Il s'est passé quelque chose ? » Ensuite, 1 heure après, le ton a changé. « C'est vraiment immature. Je t'ai dit que ça n'avait rien à voir avec nous. C'était pour les enfants. Tu es ridicule. » Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Bastien et Céline m'ont préparé à dîner ce soir-là. Un carré d'agneau avec des légumes racines rôtis. Bastien a servi un très bon pessac léognan. Nous nous sommes assis autour de leur table de cuisine et je leur ai raconté toute l'histoire, depuis l'aéroport jusqu'au texto et aux décisions financières que j'avais prises cet après-midi-là. Céline, qui est l'une des personnes les plus mesurées que je connaisse, a posé sa fourchette et m'a regardé attentivement. « Tu sais qu'elle va revenir en disant que tu as réagi de façon disproportionnée. » « Je sais, ai-je répondu. »« L'as-tu fait ?» J'y ai réfléchi un instant. J'ai pensé aux 8200 € dépensés pour préparer le voyage, à 4 années de foot le samedi, et au fait de tenir la main d'une petite fille de 6 ans dans un hôpital pendant que la personne censée être là ne l'était pas, non, ai-je dit. Je ne crois pas l'avoir fait. Le 3e jour à Bordeaux, ma mère a appelé. Elle était restée dans la maison à Lyon avec les enfants, et apparemment Amandine était rentrée un jour plus tôt que prévu après la cérémonie de Damien, laissant ma mère dans une maison remplie d'une tension pour laquelle elle n'avait pas signé. Ma mère était calme au téléphone, mais j'entendais quelque chose sous sa voix. Une diplomatie prudente. « Nicolas, je crois qu'Amandine est sincèrement effrayée, a dit ma mère. Elle pleure depuis hier soir. Les enfants demandent où tu es. Que leur as-tu dit ? Que tu avais eu un imprévu pour le travail,
comme tu m'avais dit de le faire. D'accord. Tu vas me dire ce qui s'est réellement passé? Je lui ai tout raconté. Ma mère a écouté sans m'interrompre, ce qu'elle ne fait presque jamais. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Elle a répété, leur vrai père, mot pour mot. Une autre pause. Très bien, a-t-elle dit. De quoi as-tu besoin de ma part? C'était ça, le truc avec ma mère. Elle ne simulait pas la neutralité lorsqu'elle pensait que son enfant avait subi une injustice. Elle découvrait ce qu'elle avait besoin de savoir, puis elle choisissait son camp. J'ai besoin que tu prennes bien soin des enfants, ai-je dit. Assure-toi qu'ils mangent correctement. Assure-toi que Clément arrive à l'école à l'heure. Amandine le laisse parfois sauter le petit déjeuner et il est déconcentré. Et peux-tu vérifier si Léa s'inquiète à propos du détecteur de fumée? Elle fait ça quand elle est stressée. Bien sûr, a dit ma mère. Alors, tu es un bon père, Nicolas. J'ai dû raccrocher après ça. Je suis resté à Bordeaux pendant 11 jours. Pendant ce temps, je ne suis pas resté inactif. J'ai travaillé à distance. Je suis architecte système, ce qui signifie que tant que j'ai une connexion solide et une pièce calme, je peux travailler de n'importe où. Bastien m'a prêté son bureau d'amis et j'ai fait des journées complètes pendant que lui et Céline vaquaient à leurs occupations dans l'appartement. J'ai aussi passé plusieurs appels qui n'étaient pas liés à mes contrats de consultants actuels. Le premier était pour mon avocate, une femme nommée Patricia Huet, qui s'occupe de mes transactions immobilières et de mes contrats depuis 5 ans. J'ai exposé la situation clairement et je lui ai demandé de m'expliquer le paysage juridique de notre mariage tel qu'il se présentait actuellement, plus particulièrement concernant les actifs que j'avais apportés et développés pendant notre relation. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Patricia a été minutieuse, sans jugement et directe. Le tableau qui en est ressorti était le suivant. La maison était détenue conjointement et avait pris beaucoup de valeur depuis que je l'avais refinancée. Les comptes d'épargne-études étaient au nom des enfants, et non au mien, ce qui signifiait que j'avais une capacité limitée à récupérer ce que j'avais déjà déposé, mais une autorité totale pour stopper les futures contributions. Les meubles, les appareils électroniques et le contenu matériel de la maison étaient mélangés. Mon portefeuille immobilier m'appartenait entièrement, car il datait d'avant le mariage, et je l'avais gardé à mon nom avec les documents appropriés tout du long. Patricia m'a dit à la fin de l'appel, je veux être clair. Ce n'est pas un conseil pour agir de façon précipitée, mais vous devez comprendre avec quoi vous travaillez. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le deuxième appel était pour le directeur de l'association technologique pour les jeunes où Amandine et moi nous étions rencontrés, un homme nommé Gilles Tissot, qui était devenu un ami au fil des ans. Je l'ai appelé non pas par stratégie, mais parce qu'il était quelqu'un en qui j'avais confiance et qui nous comprenait tous les deux en tant que personne. Je ne lui ai pas demandé de prendre mon parti. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et j'ai dit que je ne savais pas encore ce que je voulais. Gilles a écouté. Puis il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pour le reste de mon séjour à Bordeaux. Nicolas, le problème quand on est celui sur qui on peut compter, c'est que les gens arrêtent de remarquer cette fiabilité. Ils ne s'en rendent compte que lorsqu'elle a disparu. J'ai réfléchi à ça pendant un long moment. Amandine m'a appelé 11 fois pendant ces 11 jours. J'ai répondu 2 fois. La première fois, au 4e jour, elle pleurait. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Elle a dit que le texto était mal sorti, qu'elle ne le pensait pas de la façon dont ça avait résonné, que les enfants étaient tristes que je ne sois pas là, que ma mère était merveilleuse, mais que ce n'était pas pareil. J'ai écouté tout ça. Puis j'ai dit, Amandine, tu m'as dit, alors que j'étais à une porte d'embarquement, que tes enfants voulaient leur vrai père et que je ne devais pas ramener ça à moi. Je respecte cela. Elle est restée silencieuse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors nous devrons parler de ce que tu voulais vraiment dire quand je serai prêt. J'ai mis fin à l'appel. La deuxième fois que j'ai répondu, au 9e jour, elle était différente, plus calme, plus prudente. Elle m'a demandé si j'allais rentrer à la maison. Finalement, j'ai dit, est-ce que c'est fini? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que, sincèrement, je ne savais pas. La partie de moi qui avait passé 4 ans à construire quelque chose avec cette femme n'était pas prête à tout brûler. Mais une autre partie de moi, celle qui était restée dans une file de sécurité à fixer ses mots, n'était plus certaine que ce que nous avions construit était ce que j'avais cru que c'était. Je ne sais pas, lui ai-je dit honnêtement. J'essaie de comprendre. Tu manques aux enfants,
a-t-elle dit. Et ça m'a frappé différemment de tout le reste. Parce qu'il me manquait aussi. Pas d'une manière générale, d'une manière spécifique. La personnalité particulière de ces deux enfants me manquait. Les opinions sportives intenses de Clément, qu'il énonçait comme des faits avérés. La façon dont Léa racontait tout ce qu'elle faisait pendant qu'elle le faisait, comme un documentaire animalier sur sa propre vie. Mais qu'il me manque et y retourner inconditionnellement, c'était deux choses différentes. Je te tiendrai au courant, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le 11e jour, j'ai pris la route pour retourner à Lyon. Pas parce qu'on m'y avait poussé, pas parce que j'avais faibli, mais parce que j'avais passé 11 jours à réfléchir exactement à ce que je voulais dire, ce que j'avais besoin d'entendre, et quelles étaient les conditions pour que n'importe quelle version de ce mariage puisse continuer. J'avais une lucidité que je n'aurais pas pu avoir dans les premières heures après avoir lu ce texto, et j'étais prêt à m'en servir. J'ai appelé ma mère la veille de mon départ de Bordeaux et je lui ai dit que je rentrais, que j'appréciais tout ce qu'elle avait fait, et qu'elle pouvait rentrer chez elle à Saint-Étienne. Je suis arrivé à la maison à Lyon un mardi après-midi. Les enfants étaient à l'école. Amandine travaillait depuis la maison. Elle se tenait dans la cuisine quand je suis entré. Elle avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Elle portait le gilet gris qu'elle met quand elle est anxieuse. Celui dont elle disait qu'il lui servait d'armure. Elle a commencé à dire quelque chose. J'ai levé une main. Pas durement, juste clairement. Laisse-moi parler en premier, ai-je dit. Et je l'ai fait. Je lui ai dit ce que j'avais observé au cours des 2 dernières années. Je lui ai parlé de la réapparition de Damien et de la façon dont le discours autour de mon rôle avait lentement changé, avec des mots que je pouvais maintenant voir clairement avec le recul. Je lui ai dit que le matin à l'aéroport n'était pas un incident isolé, mais la surface visible d'un schéma. Je lui ai dit que j'avais suspendu les contributions au compte d'épargne pour les études, que je m'étais retiré des frais de foot de Clément, et que je m'étais retiré des paiements pour la danse de Léa, non pas pour punir les enfants, mais en réponse directe au fait qu'on m'ait dit que je n'étais pas leur vrai père. Je lui ai dit que si elle et ses enfants voulaient que ces choses soient rétablies, nous devions avoir une conversation sérieuse et honnête sur ce qu'était réellement cette famille, qui en faisait partie, et ce que mon rôle signifiait véritablement pour toutes les personnes impliquées. Amandine est restée très immobile pendant que je parlais. Ses mains étaient serrées autour d'une tasse de café dans laquelle elle ne buvait pas. Quand j'ai eu fini, elle ne s'est pas défendue. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle a dit, j'ai paniqué. Damien a demandé. Les enfants étaient excités à l'idée de le voir à un événement important, et j'ai paniqué et j'ai dit la pire chose possible, et j'ai honte de la façon dont je l'ai dit. Je sais que c'était impulsif, ai-je dit. Mais Amandine, des mots impulsifs révèlent quand même quelque chose. Et j'ai besoin de savoir ce qu'ils ont révélé. Elle m'a regardé pendant un long moment. Ils ont révélé qu'une partie de moi est toujours terrifiée à l'idée que Damien choisisse d'être présent cette fois-ci, et que si je te laisse, toi et les enfants, devenir trop proches, d'une manière ou d'une autre, cela devienne un problème. Ce qui n'a aucun sens et que je n'ai jamais dit à voix haute auparavant. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à des justifications, pas à de l'honnêteté. C'est une conversation de thérapie, ai-je dit. Pas une conversation de couple. Ce sont deux choses différentes. Je sais, a-t-elle dit. J'ai besoin de savoir si tu es prêt à avoir les deux pour de bon. Elle a hoché la tête, puis elle m'a demandé très doucement, est-ce que tu vas rester? J'ai pensé aux mots de Gilles Tissot, sur le fait que les gens ne remarquent la fiabilité que lorsqu'elle n'est plus là. À Léa aux urgences et à Clément sous la pluie lors des playoffs régionaux. J'en ai envie, ai-je dit, mais j'ai besoin que ce mariage soit honnête sur ce que j'y représente. Je ne suis pas une structure financière autour d'une famille qui se dit vraie sans moi. Je suis soit leur père dans le sens plein de ce mot. Soit je suis un homme qui a fait des erreurs très coûteuses et qui doit réévaluer sa vie. Amandine a posé sa tasse de café. Elle a traversé la pièce et s'est arrêtée devant moi. Tu es leur père, a-t-elle dit. Tu l'as été depuis le début. Je me suis juste senti perdu sur ce que ça signifiait pour moi, et je m'en suis prise à toi de la pire façon possible, au pire moment possible. Je ne veux pas que tu sois autre chose que ce que tu as été exactement. Quand Clément et Léa sont rentrés de l'école cet après-midi-là, Léa a franchi la porte, a fait tomber son sac à dos dans le couloir comme elle le fait toujours, même si on lui a demandé 100 fois de ne pas le faire, et s'est figée net quand elle m'a vu debout dans la cuisine. Nicolas. Elle a couru à travers la pièce et m'a serré dans ses bras au niveau du ventre, si fort que j'ai failli perdre l'équilibre.
Clément est entré derrière elle, plus silencieux, comme le sont les enfants de 12 ans quand ils ne veulent pas paraître trop émotifs à propos de quelque chose. Il m'a regardé, puis a détourné les yeux, puis m'a regardé de nouveau. « T'as raté le match de l'OL, a-t-il dit. Ils ont gagné. Je sais. Je l'ai regardé sur mon ordinateur à Bordeaux. Pourquoi t'étais à Bordeaux? Des trucs pour le travail, ai-je dit. Des trucs de travail compliqués. Il y a réfléchi un instant. Puis il a hoché la tête de la façon dont il le fait quand il décide qu'une explication est acceptable. D'accord, il rejoue jeudi. Tu veux regarder? Ouais, ai-je dit. Je veux regarder. Il est passé devant moi vers le réfrigérateur et a attrapé une pomme, et je l'ai regardé faire et j'ai pensé, c'est ça la réalité. Ce gamin, cette cuisine, ce mardi ordinaire. C'est ça qui était en jeu. Dans les semaines qui ont suivi, Amandine et moi avons commencé à voir une thérapeute ensemble. Elle s'appelait Docteur René Aubert, et elle avait un cabinet à la Confluence avec une vue sur le fleuve qui était franchement trop belle pour les conversations qui se tenaient devant. Nous y allions tous les jeudis soirs. Ce qui est ressorti de ces séances était plus compliqué que ce à quoi nous nous attendions. Amandine avait passé les premières années de notre relation silencieusement effrayée d'avoir échangé le manque de fiabilité de Damien contre un autre type de dépendance, une dépendance où j'étais présent, compétent et fiable. Mais où les enfants pourraient un jour lui en vouloir d'avoir remplacé leur père biologique par la version d'un autre. Cette peur, jamais prononcée à voix haute, l'avait rendu hypersensible à chaque moment où Damien faisait un effort. Cela l'avait amené inconsciemment à amplifier sa présence et à minimiser la mienne dans une dynamique qu'elle n'avait pas consciemment comprise jusqu'à ce que nous soyons assis dans ce bureau. J'ai appris des choses sur moi aussi. J'ai appris que j'avais construit ma version de la paternité de manière si silencieuse et si efficace que je n'avais jamais demandé à quiconque dans cette famille de la reconnaître explicitement. J'avais présumé que faire le travail était suffisant, que le travail parlerait de lui-même. Je n'avais jamais vraiment dit à Amandine, j'ai besoin que tu dises aux enfants, à Damien et à toi-même que je suis leur père, de la manière qui compte. Je m'étais attendu à ce qu'elle y arrive d'elle-même. Elle ne l'avait pas fait, et j'avais laissé le ressentiment s'accumuler dans une pièce que je n'avais jamais ouverte. Docteur Aubert, après avoir entendu tout cela, nous a regardés tous les deux et a dit. Vous avez plus de matière brute ici que la plupart des couples que je reçois. Le problème n'est pas que vous ne tenez pas l'un à l'autre. Le problème est que vous avez tous les deux décidé que tenir à l'autre était suffisant sans vérifier si l'autre personne pouvait le voir. C'était la phrase la plus utile que quiconque ait dite à l'un de nous depuis des années. 3 mois après ce matin à l'aéroport, Damien est venu à la maison pour récupérer les enfants comme prévu. C'était inhabituel pour lui, car la plupart de ses interactions avec les enfants se déroulaient en dehors de la maison, mais Léa avait oublié un sac à dos à son appartement le week-end précédent et il venait le déposer. J'ai ouvert la porte. Damien et moi ne nous étions pas parlé directement depuis la réception de notre mariage. Il m'a regardé avec la lassitude particulière d'un homme qui sait qu'il a fait l'objet de discussions dans un foyer et qui ne sait pas ce qui a été dit. « Salut Nicolas, est-ce qu'Amandine? Elle est à l'intérieur, ai-je dit. Mais avant que tu entres, je veux te dire quelque chose directement. Il a attendu. Ce sont tes enfants, ai-je dit. Biologiquement. Je n'ai aucune intention de leur enlever ça, ni à eux, ni à toi. Mais je suis la personne qui vit dans cette maison, qui est présente tous les jours, qui a été là pour chaque urgence. Chaque match de play-off et chaque conversation sur les bulletins de notes. Je ne suis pas un arrangement temporaire. Je ne suis pas un remplaçant. Je vais avoir besoin que tout le monde dans cette situation, y compris toi, comprenne ça. Parce la prochaine fois que quelqu'un dans cette famille sera confus sur l'identité du véritable parent, je vais passer cette porte et je ne reviendrai pas. Et tout le monde perdra quelque chose qui ne se remplace pas. Damien est resté silencieux un moment. Je pouvais voir qu'il analysait quelque chose, sa réaction défensive réflexe, puis quelque chose d'autre en dessous, quelque chose de plus honnête. C'est juste, a-t-il dit finalement. C'est de bonne guerre. Il m'a tendu le sac à dos. Dis à Léa que j'ai pris l'autocollant qu'elle voulait en venant. Il est dans la poche avant. Je lui dirai, ai-je dit. Il est parti. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un moment, tenant le sac à dos de Léa, qui contenait un petit sachet en papier dans la poche avant avec un autocollant de papillon holographique à l'intérieur, ce qui était exactement ce qu'elle aurait voulu. Je l'ai rentré. Léa, ai-je appelé dans l'escalier.
Ton père t'a laissé quelque chose. Elle a descendu les escaliers en trombe. Lequel? Et je crois que dans cette question se trouvait la véritable forme de notre famille. Damien, ai-je dit. Mais j'ai quelque chose pour toi, moi aussi. Quoi? Tout le rez-de-chaussée. Viens regarder un film avec moi. Elle y a réfléchi une demi-seconde et a dit, d'accord, mais c'est moi qui choisis. Et elle a foncé devant moi vers la télécommande. J'ai rétabli les contributions au compte d'épargne études 3 mois après les avoir suspendues. J'avais transféré l'équivalent de ce qui aurait dû être déposé, soit l'équivalent de 3 mois, sur un compte séparé que j'ai reversé dans leur fonds au moment que j'avais choisi, non pas comme une punition, mais comme une déclaration que c'était quelque chose que je choisissais. Pas quelque chose à laquelle j'étais obligé. Il y a une différence entre ces deux choses, et j'avais besoin que tout le monde le comprenne. J'ai réintégré les frais de foot de Clément. J'ai réintégré les cours de danse de Léa. J'ai emmené Amandine au Portugal pour une semaine au printemps. Nous avions manqué notre grand voyage en Europe, mais le Portugal était toujours là, toujours magnifique, toujours possible. Lors de notre dernière soirée à Lisbonne, nous étions assis sur la terrasse d'un restaurant dans le quartier de l'Alfama, alors que la ville devenait dorée en dessous de nous. Amandine m'a regardé par-dessus une très bonne bouteille de vin et a dit, « Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit à l'aéroport. » Je sais, ai-je dit. Je le pense différemment maintenant qu'au cours des 3 premiers mois, a-t-elle dit. Avant, j'étais désolé parce que tu étais contrarié. Maintenant, je suis désolé parce que je comprends ce que j'ai réellement fait. Cette distinction avait une importance capitale pour moi. Je sais, ai-je répété. C'est pour ça que nous sommes ici. Le soleil a fini de se coucher sur Lisbonne, la ville s'est illuminée en contrebas, nous avons commandé un dessert et nous avons parlé de tout sauf de ce qui s'était passé, ce qui signifiait que tout allait bien. Je veux vous dire quelque chose à propos du mot vrai. Les vrais pères changent les couches à 3 heures du matin quand ils sont épuisés. Les vrais pères s'assoient dans les salles d'attente des urgences pédiatriques. Les vrais pères conduisent sous la pluie pour des matchs de play-off régionaux. Les vrais pères apprennent à faire le croque-monsieur spécifique. Les vrais pères testent le détecteur de fumée un dimanche après-midi. Pour qu'une petite fille n'ait pas peur. Le mot vrai n'est pas un test sanguin. C'est une décision prise encore et encore, à chaque jour ordinaire. Damien Vernier est le père biologique de Clément et Léa Vernier. C'est un fait. Cela ne changera jamais. Et je suis heureux, sincèrement heureux, qu'ils soient devenus plus présents dans leur vie, car ces enfants méritent d'avoir un père qui les aime. Mais je suis leur papa. Je suis l'homme de la maison. Je suis celui qui répond présent. Le matin à l'aéroport, quand je suis sorti de cette file de sécurité, que j'ai ouvert mon application bancaire et que j'ai passé cet appel pour Bordeaux, je ne renonçais pas à ma famille. J'insistais clairement, et au prix d'un inconfort considérable, pour être perçu comme en faisant partie. Parfois, la chose la plus puissante qu'un homme puisse faire, c'est d'arrêter. Arrêter d'agir comme s'il était invisible. Arrêter d'absorber les affronts sans les nommer. Arrêter d'être une présence fiable dans une famille qui a discrètement décidé de traiter sa présence comme optionnelle. L'histoire aurait pu se terminer différemment. Je sais que si j'étais retourné dans cette maison dans les 24 heures, la tête baissée, en donnant des explications, nous aurions continué exactement comme avant, avec les peurs non examinées d'Amandine façonnant une histoire à laquelle je n'avais pas pris part. Et Damien lentement positionné comme le vrai père pendant que je payais les factures. Au lieu de cela, je suis allé à Bordeaux. Je me suis assis avec Bastien et Céline, et un bon Pessac léognan, et j'ai réfléchi soigneusement à ma valeur et à ce que j'étais prêt à accepter. Il s'avère que je valais plus que ce que suggérait ce texto et que je n'étais pas prêt à l'accepter. Ma mère m'appelle toujours le dimanche. La semaine dernière, elle m'a demandé comment allaient les enfants. Je lui ai dit que l'équipe de Clément avait de nouveau atteint les play-offs régionaux. Que Léa préparait une chorégraphie contemporaine pour le gala de printemps. Que Amandine et moi avions commencé à cuisiner ensemble le dimanche soir, ce qui est nouveau et que nous apprécions tous les deux plus que prévu. On dirait bien une famille, a dit ma mère. Ouais, lui ai-je répondu. C'est le cas, parce que c'est ce que nous sommes. Compliqués, corrigés, honnêtement assumés, et unis. Pas parce que nous sommes liés par le sang. Parce que nous continuons de choisir d'être là.